Bonjour les collègues, moi j'espère que tout le monde va bien. Alors l'an prochain c'est le but, les compétences, et donc ça serait bien qu'on en discute un peu entre nous, parce qu'il faudrait qu'on arrive à faire des choses bien avec tout ça. Il ne faut pas se laisser impressionner par les mots-clés, par les composantes essentielles, les compétences, les apprentissages critiques, les SAE et tout ça. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de décrypter un peu ces mots-clés, et puis les rendre accessibles à tout le monde, pour que tout le monde puisse participer au débat, puis qu'on prépare quelque chose de chouette l'an prochain. C'est parti. Alors les termes qu'on va définir, ils sont là: compétences, situation professionnelle, composantes essentielles, apprentissage critique, niveau de développement, SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, ressources, grille critériée, portfolio. La définition la plus importante, c'est probablement la définition de la compétence. C'est aussi une définition délicate parce qu'elle s'appuie sur des mots qui n'ont pas la signification qu'on leur donne dans le langage courant. Donc, compétence, je vais lire la définition: savoir agir complexe. Donc le mot complexe, je vais y revenir, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison d'une variété de ressources internes et externes. Les ressources internes, ce n'est pas un terme évident, permettant de répondre à une famille de situations, donc une famille de situations dans un contexte professionnel. On voit déjà qu'il y a une relation avec une situation professionnelle, et ça je vais y revenir dans les dessins tout à l'heure. On parle d'un savoir-agir complexe, donc savoir-agir, ça veut dire qu'on va définir la compétence par un verbe d'action qui essaye de représenter, dans un contexte professionnel, donc l'activité de l'étudiant qui se trouve en situation professionnelle de façon la plus générique possible. Donc on va essayer de trouver un verbe qui représente ce que fait l'étudiant quand il est en situation professionnelle. Je dirais tout à l'heure comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des idées. En prenant appui sur la mobilisation et la combinaison d'une variété de ressources internes. Ressources, on a tendance à penser ressources documentaires, des polis, des livres, des vidéos, tout ça. Sauf que ça, ce sont les ressources externes. Les ressources internes, qui sont définies là, des savoirs, des savoir-faire, des attitudes, des expériences, c'est en fait ce qu'il y a dans la tête de l'étudiant, à l'intérieur de la tête de l'étudiant. On peut voir ça comme ça, le interne. Donc c'est pas du tout un terme qui est aussi intuitif quand on utilise le terme ressources. Et on va voir qu'on le retrouve aussi tout à l'heure, et on le retrouve avec un sens qui peut être un petit peu différent même de cette définition, qui est la définition donnée par Jacques Tardif. Une formation s'appuie sur des activités, et il y a des objectifs qui sont associés à ces activités, qui vont être évalués. Donc classiquement, nos activités, cours, TD, TP, les EER, projet tutoré, stage. On vient évaluer tout ça avec des DS, des tests de TP, des rapports, des soutenances. Ça, c'est la partie connue de ce qu'on s'est organisé dans les formations. Sur la deuxième partie, ici, on a la partie nouvelle. Donc on retrouve ici ce qui correspond à des objectifs qui sont des compétences. Elles sont bien en milieu professionnel. Et c'est donc le passage de la formation au monde professionnel qui va véritablement activer ces compétences qu'on a dû acquérir quand on était en formation, mais qui vont véritablement être actives au moment où on est dans le milieu professionnel. Ce n'est qu'une fois qu'on sera compétent dans le milieu professionnel qu'on pourra devenir expert, et donc ce n'est pas un niveau de développement qu'on va viser pendant les formations. C'est un niveau de développement qui sera acquis plus tard dans le contexte professionnel. Ce qui va être associé dans ce qui nous est présenté, dans la démarche de Jacques Tardif et Marianne Poumet, ce qui est associé à des compétences, c'est d'une part des composantes essentielles. Donc les composantes essentielles, ça va être une manière de décrire le niveau de qualité attendu pour cette compétence au regard des valeurs que nous on défend. Donc si on est un IUT informatique ou si on est l'école 42, on n'aura peut-être des compétences qui se ressemblent, mais des composantes essentielles différentes parce que les valeurs sous-jacentes sont différentes. Donc on va pouvoir faire du développement de cartes en essayant d'optimiser les coûts pour avoir la plus grande marge dans l'entreprise. Ça, c'est une manière donc ça se définit avec un gérondif, la composante essentielle. Ça, c'est une manière de préciser la qualité attendue par rapport à cette compétence, où on va pouvoir développer une carte d'un système électronique au regard de la volonté de respecter des contraintes écologiques, de minimiser la consommation d'énergie pour protéger la Terre de l'évolution climatique. Ça, c'est une autre
manière de définir des composantes essentielles qui s'appuient sur des valeurs différentes. Il y aurait donc logiquement nécessité à ce que les équipes pédagogiques se saisissent de cette question des composantes essentielles pour savoir quelles sont les valeurs qu'elles veulent défendre et quelles sont les valeurs qu'elles doivent faire apparaître dans les compétences, au-delà de simplement la mise en œuvre de techniques qui vont être utiles dans le monde professionnel. Donc ça, c'est un premier point qui est associé aux compétences et qui est important. Et le deuxième point, ça va être ce qu'on appelle des apprentissages critiques. Donc, un apprentissage critique, c'est une certaine forme d'objectif, mais qui a la caractéristique particulière d'être absolument indispensable pour l'acquisition des compétences. C'est pour ça qu'il y a un bloc E ici, qui est associé à un certain nombre de ces apprentissages critiques. Il va donc falloir valider les apprentissages critiques, tous, il n'y a pas de compensation possible, pour que la compétence puisse être considérée comme acquise. Et qu'est-ce qui va définir le fait que c'est un apprentissage critique? Il y a un certain nombre de critères qu'on peut utiliser. Notamment, est-ce que c'est un objectif un apprentissage qui est transférable? C'est-à-dire qu'il n'est pas associé seulement à une discipline. On n'apprend pas seulement à manipuler les nombres complexes pour se faire plaisir en mathématiques, on apprend aussi parce que ça va être utile en traitement du signal, ça va être utile pour analyser des circuits, ça va être utile en physique. Donc ça ouvre de nouvelles portes sur des techniques de calcul et par conséquent ça a un rôle particulier dans l'apprentissage, un rôle clé. Donc on parle parfois aussi de concepts clés qui sont des concepts qui permettent d'ouvrir des nouvelles portes dans l'esprit et de regarder le monde autrement. Ça peut être donc la transférabilité, le fait que ce soit des concepts clés ou le fait que ce soit des questions majeures. Par exemple, l'enjeu climatique est une question majeure. Donc c'est quelque chose qui doit faire partie des apprentissages critiques si ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça c'est la partie nouvelle qui est associée aux compétences et qu'on retrouve dans les référentiels de compétences. Ce qui est nouveau aussi et qui est associé à ces compétences et aux apprentissages critiques, alors c'est pas vraiment nouveau, mais c'est le terme qui va être nouveau, c'est qu'on parle de ressources, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour définir des ressources internes, pour définir des savoirs, des savoir-faire qui peuvent être disciplinaires. Donc ça va faire la différence avec des compétences qui, elles, s'appuient sur une variété de ressources et permettent de traiter des situations variées, et donc ne sont pas juste des savoirs disciplinaires, mais a priori s'appuient sur des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être variés. Donc ici, on va avoir quelque chose qui va correspondre à ce qu'on se donne aujourd'hui comme objectif lorsque l'on vient évaluer ce que nos étudiants ont appris en DS, en TSTP, donc des choses tout à fait disciplinaires et relativement classiques, mais on appelle ça des ressources. On verra aussi que dans la manière de représenter les choses, on parle parfois de ressources pour distinguer ce qui va être appris dans un contexte classique, cours, TD, TP, et ce qui va être appris dans ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation, les fameuses SAE. Alors, qu'est-ce que c'est que les situations d'apprentissage et d'évaluation? Ce sont des situations qui vont mimer des situations professionnelles, donc qui préparent à l'acquisition des compétences. Et on trouve déjà dans nos pratiques un certain nombre de situations dans lesquelles, effectivement, on cherche à mimer des cas d'études ou des situations qui ressemblent à une situation professionnelle, voire on plonge les étudiants vraiment dans une situation professionnelle, c'est le cas dans les stages. Et on peut penser aussi aux projets tutorés, et on peut aussi penser à tous les projets qu'on fait en EIR. Donc ça, ce sont des situations d'apprentissage et d'évaluation. Et il y a une caractéristique particulière aussi, c'est que les techniques d'évaluation ne sont pas les mêmes en général, associées à ce type de situation, à ce type d'enseignement, à ce type d'activité. Donc on utilise, nous, classiquement, des rapports et des soutenances, par exemple, associés au stage ou associés au projet, et on va voir qu'il peut y avoir d'autres techniques. Un des éléments importants également associés aux compétences, c'est que cette compétence va se développer au cours du temps, donc il y a une progressivité dans l'acquisition des compétences. Et on parle de niveau pour dire qu'un étudiant est novice, un étudiant est intermédiaire ou un étudiant est compétent, et donc je l'ai dit expert quand il est dans le milieu professionnel. Donc on s'attend à ce que l'étudiant soit compétent en fin de formation, donc il ait acquis la compétence, mais pas forcément qu'il soit expert, et on s'attend à ce que cette compétence s'acquiert de façon progressive. Alors dans le schéma qui est souvent donné pour les IUT, on voit première année, deuxième année, troisième année. À mon avis, c'est ridicule d'associer une année
un niveau de développement. Le développement, il va être ce qu'il est, il ne va pas forcément être associé à lui-même. Quand on veut définir les compétences, ce que nous propose Jacques Tardif et Marianne Poumel dans son livre, c'est tout simplement de regarder ce que vont avoir à faire les étudiants mis en situation professionnelle. Et là, nous, on a des billes. On a, par exemple, l'analyse qui est faite au moment où les étudiants reviennent de stage. Donc, on a un certain nombre de catégories dans lesquelles on peut classer les différentes activités des étudiants en stage. Et là, je me suis amusé à essayer, donc en 5 minutes, à essayer de faire des gros paquets qui pourraient correspondre à des compétences. Donc, des gros paquets coloriés avec 4 couleurs qui pourraient correspondre à 4 compétences. Une autour de la régulation de cartes de circuits, d'interface en électronique, analogique ou numérique. Une autour de la programmation, que ce soit des systèmes embarqués, ou que ce soit des PC, ou que ce soit de la programmation HTML, voire réseau. Une autour de ce qui est traitement du signal, asservissement, et puis une autour de tout ce qui est instrumentation et maintenance, test, voilà. Donc ça pourrait correspondre à des familles de situations que vont rencontrer les étudiants quand ils sont en entreprise. Et donc, d'après moi, si on se penche sur la question, on trouverait assez facilement quelles sont les compétences qui sont associées au GE2I. Ce ne sont pas ces compétences-là que l'on voit apparaître quand on regarde ce qui a été fait. Et la raison essentielle, à mon avis, c'est qu'il y a non seulement l'influence de Jacques Tardif, Marianne Poumel, pour ce qui est de la définition des compétences, il y a une autre influence qui est celle de France Compétences, du référentiel national de compétences qui est utilisé dans les formations continues ou dans l'apprentissage, qu'on appelle le RNCP, qui a une influence directe des entreprises, on va dire du patronat, qui donne des directives sur quelles sont les compétences qu'il veut voir apparaître. Et c'est probablement ces compétences-là qui ont, d'une certaine manière, gagné quand on voit que ce qui est décrit dans le référentiel pour l'instant de GE2I, c'est essentiellement conception, vérification, production, maintenance. Donc ça, ce sont vraiment des compétences qui sont plutôt à la sauce MEDEF qu'à la sauce Tardif et Poumel. À mon avis, on aurait intérêt à mettre notre nez là-dedans pour que ce que l'on va avoir à démontrer, ce que les étudiants auront à démontrer comme compétences correspondent à ce que nous, on leur apprend à faire et qu'ils font effectivement en entreprise. Si on repart de ce schéma-là, au regard de l'esprit en fait de l'approche compétence et de ce qui se discute en ACD, il va falloir probablement faire évoluer la manière d'enseigner. En tout cas, il y a une incitation à faire apparaître des nouvelles manières d'enseigner. Et en particulier, on va dire qu'au niveau des activités, il y a une incitation à considérer tout ce qui va être considéré comme des approches actives. Donc on peut dire, même si ce sont des approches qui ne sont pas forcément en situation d'apprentissage et d'évaluation, des SA, ça peut être la classe inversée, ça peut être l'apprentissage par les pairs, donc des situations dans lesquelles les étudiants vont faire cours à leurs collègues, ou bien les étudiants vont préparer des examens, imaginer des examens et leur corriger. Ça peut être des situations effectivement d'apprentissage et d'évaluation, comme l'APP bien sûr, on ne va pas insister, mais il y a d'autres choses comme la simulation, comme le jeu de rôle, et ça sont des choses quelque part on fait déjà un petit peu parfois, quand on fait des simulations d'entretien d'embauche par exemple, c'est déjà une manière de faire de l'apprentissage par des situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc la première chose, c'est au niveau des activités. La deuxième chose, c'est au niveau de l'évaluation. Donc on va voir apparaître l'intérêt de faire des évaluations formatives, c'est-à-dire de donner un retour aux étudiants par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés sur là où ils en sont avant qu'on passe aux évaluations certificatives. Donc c'est ça l'intérêt des évaluations formatives, et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir explicité quels étaient nos objectifs, c'est de pouvoir montrer aux étudiants là où ils en sont par rapport à ces objectifs. Et une des techniques qui est utilisée pour montrer aux étudiants là où ils en sont par rapport aux objectifs est l'utilisation de grilles critériées. Donc j'imagine que vous savez un peu ce que c'est. Une grille critériée, c'est une grille dans laquelle on a des descripteurs du niveau des étudiants, qui vont au-delà de la note, qui disent si la réponse elle est de tel type, alors ça veut dire que l'étudiant il en est là dans son évolution, et donc on va considérer que
cet objectif est atteint ou cet objectif n'est pas atteint avec des seuils que l'on va définir de façon le plus précise et le plus objective possible. Donc ça, c'est une première chose. Et puis on va essayer de faire la même chose, même si c'est un peu plus compliqué et un peu plus général, on va dire, sur l'évaluation des étudiants lorsqu'ils sont en situation d'apprentissage et d'évaluation. Et pour ça, on va souvent utiliser des grilles agrégées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique aussi déjà, par exemple, quand on fait l'évaluation des stages, dans lesquels on a plusieurs critères qui correspondent à des niveaux, correspondant à la qualité de la soutenance, correspondant à la qualité du rapport. Par exemple, on l'a déjà dans nos évaluations de stage. Donc ça, c'est des choses qu'on peut imaginer produire pour les différentes situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc ça, c'est quand même du travail, mais bon, on ne part pas de zéro non plus. Un autre élément qui peut être ajouté, c'est au niveau des techniques d'évaluation. Donc on a vu qu'on se basait sur DS, TSTP, rapport et soutenance. On peut ajouter d'autres techniques. Les techniques qui sont souvent citées au regard de l'évaluation en situation d'apprentissage, c'est souvent le portfolio. Donc l'une des caractéristiques du portfolio, c'est qu'il va inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à l'étudiant de montrer qu'il a acquis les apprentissages qui sont les objectifs, que ce soit des apprentissages critiques, que ce soit des compétences, que ce soit des ressources. C'est à lui de montrer qu'il l'a acquis et de décider comment il va faire pour faire cette démonstration. Et il le fait à travers un portfolio dans lequel il va y avoir ce qu'il aura produit et le lien entre ce qu'il aura produit et ce qu'il a appris. D'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on fait aussi quand on fait de l'APP et qu'on demande aux étudiants de fournir des livrables. Les livrables, c'est à la fois une solution sur une situation de problème, donc résoudre une mission, et montrer ce que l'on a appris à travers cette mission. Donc c'est un peu le même esprit que le portfolio, mais à une échelle différente, c'est-à-dire que c'est à l'échelle, on va dire, d'une semaine, d'une mission et d'un objectif. On a d'autres techniques qui sont utilisées et qui sont aussi associées à ce type d'apprentissage, comme le fait de construire des cartes conceptuelles progressivement au fur et à mesure que l'apprentissage, le développement de l'apprentissage se fait, et on voit que les étudiants rendent des cartes conceptuelles de plus en plus complexes, avec de plus en plus de relations entre les éléments, ou bien faire des séminaires entre étudiants, qui va aussi un peu de pair avec l'apprentissage par les pairs. Et tout ça évalué toujours avec des grilles critériées, et donc souvent des grilles agrégées pour ce type du genre de celles qu'on utilise en stage pour ce type d'apprentissage. Un dernier point important qui va être aussi un élément qui est souligné lorsqu'on passe en approche compétence, c'est le concept d'alignement pédagogique. Donc on parle d'alignement pédagogique quand on aligne les acquis d'apprentissage, c'est-à-dire les objectifs, les évaluations, donc on évalue effectivement ce qu'on annonce que l'on se donne comme objectif, et les activités. Donc on va faire avec les étudiants la même chose que ce qui va être évalué quand ils vont faire une évaluation, et qu'on annonce que l'on veut obtenir quand on décrit l'objectif. L'objectif est décrit par un verbe d'action, et c'est ce verbe d'action, faire quelque chose, que l'on va demander aux étudiants lorsqu'on les évalue, et c'est ce verbe d'action qu'on va utiliser pour décrire l'activité qu'ils vont faire pour apprendre. Donc ils ne sont pas dans un amphi à écouter si on veut qu'ils aient une approche critique par rapport à un texte, par exemple. Ce serait un défaut d'alignement pédagogique. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on a compris ce que c'est qu'une compétence. Ça va se décrire par un verbe d'action, puisque c'est un savoir agir complexe. On va y associer les composantes essentielles, donc les composantes essentielles qui vont décrire le niveau de qualité attendu au regard des valeurs que nous on s'est posées. Ça serait bien que ce soit nos valeurs à nous. Quand on aura défini ça, on aura défini la compétence et on va définir comment est-ce qu'elle évolue dans le temps avec des niveaux de développement qui peuvent être associés à des responsabilités. Donc là c'est ce qui est écrit ici. Mais c'est aussi à nous de réfléchir, qu'est-ce qu'on observe comme évolution dans le comportement des étudiants face à cette compétence. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui nécessite d'observer les étudiants, mais je pense que c'est un travail vraiment intéressant. Et tout ça, ça va se faire dans un certain nombre de situations, ou de familles de situations. Donc on a vu que tout à l'heure, on avait des familles de situations qui peuvent être inspirées de ce qu'on voit quand les étudiants vont en stage. Ça peut être des familles de situations.
Et puis, on va associer aux différentes compétences et aux différents niveaux de développement des apprentissages critiques. Donc, encore une fois, un apprentissage critique, il va falloir qu'il soit en petit nombre, parce que c'est un apprentissage qu'on considère comme indispensable pour acquérir ce niveau de développement quant à cette compétence. Donc, voilà un peu le vocabulaire qui est utilisé ici. Hein, les compétences, savoir agir complexe, les composantes essentielles, quel niveau de qualité est attendu pour cette compétence. On le décrit avec un verbe au girondif, en faisant ceci, en faisant cela. Les contextes, donc les situations professionnelles ou les situations qui simulent une situation professionnelle, les situations d'apprentissage d'évaluation, dans lesquelles on va voir cette compétence, comment elle va se développer dans le temps et quels sont les apprentissages critiques associés. Voilà, donc cette vidéo elle avait comme objectif de décrypter un peu le vocabulaire pour que chacun se sente à l'aise et puis qu'on puisse prendre ensemble le temps du débat pour savoir ce qu'on a envie de faire ensemble, pour savoir quelles sont d'après nous les valeurs sur lesquelles doivent s'appuyer les composantes essentielles, d'après nous quelles seraient les compétences clés pour le GE2I. Et donc je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le vocabulaire, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait qu'il y a des choses qui nous arrivent parfois d'ailleurs que des collègues. Et donc prendre le temps du débat et puis préparer sereinement et intelligemment la rentrée. Voilà, c'était l'objectif de cette vidéo et j'espère que vous l'aurez trouvé utile. A bientôt les collègues!